Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Je vous présente Constant Awashish. Avec la crise autochtone qui a secoué le pays, on a eu l'idée de devancer la diffusion d'une entrevue que j'ai réalisée dans le cadre de notre série. Il s'agit de ma rencontre avec Constant Awashish, grand chef de la Nation Atikamekw en Mauricie. Faut que je vous le dise, notre conversation a eu lieu bien avant que la crise monopolise les manchettes partout au pays. Mais j'ose espérer qu'elle va jeter un regard différent sur cet enjeu dont on parle tant, qui est la réconciliation, et surtout sur les aspirations des Premières Nations. Voilà, on prend la route, on quitte l'est de Montréal et je m'engage sur la 40 vers Trois-Rivières, Shawinigan, puis Latuc. Voilà, par un beau lundi matin, donc, je quitte Montréal en route vers Latuc. Pourquoi aller à Latuc dans le milieu de l'hiver, un lundi après-midi? Parce que finalement, je m'en vais à la rencontre de celui qu'on appelle le Obama autochtone. Imaginez, c'est pas peu dire, c'est des grosses chaussures à remplir pour lui. À la rencontre donc de Constant Awashish, le grand chef de la Nation Atikamekw. Et par principe, aussi par marque de respect pour son rôle, je me suis dit que c'était à moi de faire la route pour aller le rencontrer chez lui. Et pour vous situer, le grand territoire Atikamekw qu'on appelle le Nitaskinan, qui signifie notre terre, c'est presque la Mauricie, là. C'est un territoire qui s'étend de Trois-Rivières jusqu'au nord, presque tout près de Chibougamau. Et les Atikamekw vivent dans leur communauté. Il y a 3 communautés, Wemotaci, Manawan et Opichiwan. C'est celle qui est le plus au nord et d'où vient le chef Constant Awashish. Alors, pour les gens qui se posent la question, nos auditeurs montréalais et les gens des grandes villes, je peux vous confirmer qu'il y a des grandes parties du territoire québécois où il n'y a pas de service cellulaire parce que là, j'ai perdu le pouvoir d'écouter mes podcasts pour surmonter l'ennui d'une longue route. Alors, je regarde le paysage qui est absolument magnifique. Constant Awashish incarne en quelque sorte cette nouvelle génération de leaders autochtones. Il est né en 1981 et il a grandi un peu à cheval sur les 2 cultures, à Latuc, auprès de sa mère monoparentale, et principalement dans son très jeune âge, avec ses grands-parents qui vivaient la vie traditionnelle nomade près de leur communauté de Opichiwan. Ensuite, il a fait des études de droit à l'Université d'Ottawa et à 33 ans, il décide finalement de se lancer en politique et est élu grand chef de la Nation Atikamekw en 2014. Imaginez, quelques jours à peine après son élection, accompagné des chefs des communautés de Wemotaci, Manawan et Opichiwan, qui sont les 3 communautés Atikamekw, ils se rendent à Québec pour affirmer leur souveraineté sur leur territoire, le Nitaskinan, qui est un immense territoire. C'est 80 000 km² au nord de Trois-Rivières, en Mauricie. Et voilà, 3 heures plus tard, j'arrive à Latuc. Les bureaux de la Nation Atikamekw sont, mon Dieu, directement au centre-ville. J'y arrive. Donc voilà, je stationne l'auto, puis on va à la rencontre du grand chef.
Constant Ouachiche, bonjour. Ouais, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Je me faisais la réflexion en m'en venant dans la voiture qu'à chaque fois que je me plonge dans un sujet autochtone, je me rends compte à quel point on est ignorant. Puis là, je me suis dit, c'est qui les Atikamekw? OK. C'est qui? C'est quoi être Atikamekw? C'est quoi être Atikamekw? Je pense, pour moi, être Atikamekw, c'est parler l'Atikamekw. C'est connaître l'histoire des Atikamekw. C'est connaître, savoir d'où ce qu'on vient. Dans le fond, on s'est jamais vraiment posé la question. On est né Atikamekw. Dans notre cœur, on sait c'est quoi être Atikamekw. C'est quoi l'ancrage de de ces valeurs, de cette identité-là, s'il fallait l'expliquer à quelqu'un comme moi? Je vais vous donner un exemple. Comme moi, par exemple, moi, j'ai eu la chance, j'appelle ça une chance, pour certains, ça peut être une malchance, mais j'ai eu la chance de vraiment vivre avec, moi, que je considère moi-même les derniers nomades Atikamekw. C'est la génération de mes grands-parents qui, eux, vivaient dans la forêt. C'était pas dur, la vie en forêt? Comme on peine à s'imaginer ça en 2020, vivre en forêt à l'année. Pour moi, quand j'étais jeune, c'était normal. Hein? On vivait pas de toilette, pas d'eau courante. Si on avait besoin de l'eau, mais c'était au lac. Mon arrière-grand-père, où ce qu'on est, avait aménagé un genre de puits. On allait chercher de l'eau là. On le filtrait avec un genre de linge. Là. C'était ça notre filtre, pour pas avoir des grosses matières dedans. C'était ça la vie. On vivait, moi, mes grands-parents, c'était dans une tente. C'est sûr que là, c'était plus des tentes comme en peau d'animaux puis en écorce, là, dans mon époque. Mais c'était des tentes prospecteurs, puis on dormait là à l'année, là, avec du sapinage pour plancher. Et pour moi, c'était ça, être Atikamekw. C'est une normalité pour moi. Qu'est-ce qui vous reste de ça? Qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie? Je pense que ça m'a appris à ouvrir les yeux. Parce que j'ai comme vu les deux côtés de la médaille ou les deux mondes. Je vois la société, je vois Montréal, Québec, je sais quoi la vie là-bas. Ma grand-mère est toujours vivante, mais mon grand-père est décédé qui peinait à parler en français. Il avait de la misère à parler en français. L'anglais, il parlait pas anglais. Là. Pour eux, l'éducation, c'était la forêt, c'est la sécurité. Ce rapport à la terre, il est important, hein? Pourquoi? Je pense... Même aujourd'hui, vous vivez une vie moderne, ouais. Mais il fait partie de votre âme, de votre identité, de votre... Mm-hmm. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous raconter rapidement une histoire, là, parce que pour eux, nos ancêtres, ils savaient que les animaux nous parlaient, il y a très longtemps. Puis mon grand-père m'a déjà dit quand j'étais jeune, si tu vas dans le bois, puis tu vois un ours, mais puis il commence à être trop proche, mais parle-en en Atikamekw. Dis, il va te laisser tranquille de s'en aller en Atikamekw. Il va t'écouter. Parce que l'ours, il comprend l'Atikamekw. Il m'avait dit ça comme ça. Puis c'était en lien avec une histoire que j'avais déjà entendue, où nos ancêtres racontaient qu'à l'époque, très longtemps, on faisait partie du Grand Conseil, on pourrait dire, des êtres vivants. Il y avait les humains, il y avait tous les animaux qui faisaient partie de cette table-là. Puis on se réunissait pour définir nos rôles, nos territoires, nos missions chacun, pour qu'il y ait une harmonie en réalité. Et un jour, l'être humain, par ses habiletés, il a commencé à se croire supérieur aux autres. Et au bout de la ligne, à force de se comporter de cette façon-là, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans nos croyances, le créateur, le maître de la vie, de tout, la conscience absolue, on pourrait dire,
a dit que les êtres humains, vous n'aurez plus le droit de parler avec les autres. Vous allez être comme exilés. On a été exilés. On n'avait plus le droit de parler aux animaux, parler aux plantes, aux arbres. Mais en réalité, c'est eux qui se sont fait interdire de nous parler, de nous répondre. La seule façon de nous parler suite à ça, mais c'est à travers les cérémonies. Puis c'est comme ça que, qu'on a su garder le lien avec les animaux, que ce soit l'ours, que ce soit le loup, que ce soit le castor, que ce soit même la tortue, l'orignal, l'ours polaire. C'est à travers les cérémonies qu'on peut parler à ces animaux-là. C'est encore important dans votre vie, ça? Oui, ça me permet d'être groundé, de ne pas oublier que faut pas tout saccager. Vous racontez aussi que quand vous étiez jeune, le hockey vous a sauvé. Oui. Ça, on est loin des chamans et des... C'est vrai. Mais le hockey, oui, ça m'a permis... Parce que vous avez vécu en deux mondes. Vous avez vécu en partie avec vos grands-parents, dans la forêt, dans ce mode de vie très traditionnel. Oui. Puis en partie ici à la TUC, dans une réalité autrement plus difficile. Moi, j'ai tout le temps eu l'impression que le hockey, en quelque sorte, m'a aidé à avoir une certaine routine dans la vie occidentale, on pourrait dire. OK. C'est ce qui vous groundait dans cette vie extérieure. Parce que le hockey, j'aimais ça. Je manquais pas de pratique. J'étais à toutes les games. J'avais des amis, des très bons amis dans le hockey qui... des très bonnes familles. Puis d'ailleurs, je pense que j'ai jamais remercié les coachs, tout ça. Là. Mais, ils ont tout le temps pris bien soin de moi. Puis, fait que vous avez été chanceux. Moi, j'ai été chanceux, je pense. J'ai quand même eu du bon monde. Il y a du bon monde à la TUC, en réalité. Je pense que c'est ça qui m'a groundé un peu. Puis, qui me permettait d'être plus tranquille que tannant, le potentiel d'être tannant que j'aurais pu être. C'est ça. Mais c'est une dynamique... Puis je veux pas tomber dans les préjugés qu'on entretient, mais vous-même, vous en avez déjà parlé. Ouais. C'est une dynamique dont c'est difficile de sortir. C'est vrai. Les communautés, celles de l'alcool, la drogue, le décrochage des jeunes. Ben, comment on fait? Il faut quand même, je pense, c'est mon côté tête de cochon qui m'a rendu comme ça. Mais pour moi, comment on fait, ce que j'ai souvent dit depuis 2014, quand la première fois j'ai été élu, c'est de travailler sur la fierté. Travailler sur la fierté des jeunes. Mais ça a l'air comme le monde, ils vous entendent, puis ils vont dire, mais qu'est-ce que ça change, la fierté des jeunes, là? C'est pas ça qui va... Non, mais la fierté, c'est important. Si t'es fier, t'as plus confiance en toi. Si t'es fier, t'as le goût plus de persévérer. Si tu persévères, mais tu vas plus loin dans les études. Si tu vas plus loin dans les études, mais tu deviens en quelque sorte plus autonome. Tu deviens un modèle également pour les jeunes qui s'en viennent également. On parle de cercle vicieux, mais il faut faire rouler le bon cercle également. Mais je regarde ça. Vous faites vraiment partie, là, je pense, on peut dire, de la nouvelle génération des plus jeunes leaders autochtones. Il y a eu la génération des Ghislain Picard, des plus vieux, Phil Fontaine, etc. Puis là, il y a votre génération. Ouais. Mais votre génération, vous êtes les enfants des survivants de ces pensionnats qui sont sortis de là avec une multitude de problèmes, comme votre mère, alcoolisme, etc. C'est beaucoup demandé à votre génération de pardonner à ses parents parce qu'ils vous ont fait souffrir eux aussi. Oui, c'est vrai en réalité. Hein. Mais en même temps, on veut pas rajouter un poids de plus sur leurs épaules. T'sais. Fait qu'on a eu la chance de quand même, malgré toute leur souffrance, oui, on a dû souffrir différemment. Hein? On a dû souffrir différemment. Il y en a qui ont souffert de façon semblable, malheureusement. Mais moi, j'ai eu la chance de souffrir peut-être plus différemment. Dans le fond, la façon que j'ai souffert, c'est je ressentais sa souffrance, dans le fond. C'était la façon que laquelle... puis également la souffrance des communautés.
je me rappelle, dans les années 80, 90, c'était pas drôle. Là. C'était pas drôle dans le sens qu'il y avait beaucoup de gens qui s'enlevaient la vie dans les communautés autochtones. T'sais. Vous êtes élu grand chef, par contre, on vous décrit comme le Obama autochtone. Wow. C'est... Comment on fait? C'est une pression immense que sur vos épaules. C'est pas moi qui a parti l'histoire de Obama autochtone. Oui, mais elle est là vraiment... pareil. Vous êtes... Cette image-là, cet espoir-là que les gens ont placé en vous, dans une période où on parle de réconciliation, où on a l'impression que c'est là que ça va se passer, c'est sur vos épaules. Mais j'avais jamais pris conscience de ça, mais là, ça commence à être pesant à ça que vous me le disiez. Mais c'est vrai que j'ai été très, très, très surpris par le Journal de Montréal. C'est le Journal de Montréal qui avait repris ça. Une expression qui avait été véhiculée dans ma communauté qui est au Obidjouan. C'est parce qu'il y a un ami à moi qui avait vu une photo de Barack Obama. Puis ma photo de campagne, ils avaient comme mis un à côté de l'autre, puis on avait comme la même expression faciale ou je sais pas quoi. Là, il a dit, hey, il a parti ça. Puis, tu sais, Facebook, ça a parti comme une traînée de poudre, puis là, la journaliste, quand elle était allée dans ma communauté, suite à notre déclaration de souveraineté, mais les gens disaient, Obama, tu sais. Fait que là, ça a resté. Il y a quelque chose là-dedans qui est sur vos épaules. Il y a un espoir de changer les choses, enfin. Moi, en tout cas, mon but, c'est vraiment... C'est de changer les choses, c'est vrai. Là, je veux pas être un héros, je veux pas... ça n'a jamais été mon but d'être meilleur que tout le monde. Ça n'a jamais été... ça a jamais été mon but d'être un politicien reconnu. Moi, je me suis lancé à la politique, c'était par devoir. Hein. C'est par devoir à mes enfants. Ou par défi d'un de vos amis? Entre autres. Mais c'était plus vraiment... Lui, défi, je pense qu'il m'a challengé à la dernière minute, mais ça faisait longtemps qu'il travaillait sur moi. Ça faisait des années qu'il disait « Tu devrais te lancer en politique, tu devrais te présenter chef, grand chef. » Je disais tout le temps « Non, la politique, c'est pas fait pour moi. Ça me tente pas. Il y a trop de prétentieux là-dedans. Il y a des gens qui... ils veulent absolument avoir raison alors qu'ils ont tort. Je veux pas m'assiner avec des gens qui ont tout le temps raison malgré qu'ils ont tort. Je sortais de sortes d'argumentations de même. Puis à un moment donné, là, mes enfants étaient plus jeunes à l'époque. Puis là, je commençais à prendre plus conscience de la place des Atikamekw, de la société. J'avais quand même déjà la conscience auparavant, mais on dirait que ça venait me chercher encore plus. Je me disais, maintenant que j'avais des enfants, je me disais, il faut organiser notre futur. Il faut l'organiser. Puis je leur avais dit, puis c'est quelque chose, je me disais, il y en a qui aiment ça, se faire voir par tout le monde, puis être en avant de tout le monde, parler pour rien dire. Moi, ça me tentait pas. Je me vois pas comme un politicien comme ça. J'ai dit, OK, moi le faire. On va l'essayer, ça va être la première fois. Là. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Ça fait quoi? Ça fait 5 ans que vous êtes grand chef? Depuis 2014, oui. Qu'est-ce que vous avez réussi à changer pour votre peuple? Mais vous êtes ici aujourd'hui. Vous êtes intéressé aux Atikamekw. Il n'y a pas juste vous. Hein. Avant, les Atikamekw, on n'entendait pas parler. Personne ne savait c'était qui les Atikamekw. Hein. Même les autres groupes autochtones, quand je me rappelle, j'ai resté longtemps à Gatineau, j'ai resté longtemps à Ottawa. J'ai travaillé à l'université également un certain nombre d'années. Je rencontrais des Autochtones de partout au Canada. Puis il n'y a personne qui connaissait les Atikamekw. C'est fou, hein? Quelques jours après que vous êtes élu chef, en septembre 2014, les chefs des communautés, vous rendez à Québec, puis vous faites une déclaration de souveraineté. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait... Premièrement, ça a été... Vous n'avez pas fait l'indépendance, là, on s'entend. Non. Il faut faire la différence entre l'indépendance et la souveraineté.
Mais la souveraineté, je vais vous raconter juste rapidement comment ça s'est passé. Là. Je rentre en poste. 4 jours plus tard, on me remet un dossier. Voici ce qu'on avait, les élus avaient planifié de faire pour dénoncer tout ce qui se produit sur le territoire. Mais ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ça faisait au moins une dizaine d'années avant. Ça avait déjà vous ne saviez pas, vous? Je savais pas que ça se ferait là, tu sais. Puis, ça avait été organisé, planifié. Avec là, on me donne le dossier. Dans ma tête, je suis comme, OK. Je regarde le dossier, j'analyse le positif, le négatif. Là, je me fais une tête là-dessus. Là, j'avais le choix, on y va de l'avant ou on arrête ça puis on remet ça. Mais heureusement que j'ai quand même une certaine éducation en droit, que j'ai lu des livres reliés à la politique, à l'histoire autochtone. Dans mon autre vie, je me suis intéressé beaucoup à la langue. J'étais toujours à la recherche. C'est pas normal que les Atikamekw soient mis de côté comme ça. T'sais. Puis j'ai lu des livres là-dessus, on en peut finir. Là. Et quand j'ai regardé le dossier de déclaration de souveraineté, il y avait... ça rentrait dans mes principes. Puis malgré le gros défi, puis la bombe que ça allait devenir faire une déclaration de souveraineté, j'étais à l'aise à faire ça. Et on l'a fait. Est-ce que ça a changé le rapport des Atikamekw avec l'État québécois? Oui. Ça a changé. Je pense qu'il y a un plus grand respect du gouvernement québécois. Je pense qu'il y a un plus grand respect des Autochtones en général également. Parce que la population, dans le fond, tout ce que ça a permis, la déclaration de souveraineté, vous l'avez mentionné souvent ailleurs, il y a l'aspect de l'éducation. On a éduqué la population en général sur les Atikamekw avant tout, mais sur les Autochtones en général également. On a éduqué notre population à nous, parce que souvent même notre population ne connaît pas tous les détails de notre histoire ou commençait à se désintéresser à notre histoire. Puis avec ça, ça a comme réveillé encore une fois, ça a redonné un second souffle. Il y a un côté social également. C'est le côté bénéfique, c'est de se redonner une beauté, une mission, se redonner une fierté en tant qu'Atikamekw, c'est de rappeler aux jeunes, hey, tu sais, vous êtes Atikamekw, c'est pas une mauvaise chose être Atikamekw, c'est une bonne chose, voici votre histoire, voici qui vous êtes, vous parlez une langue différente, vous avez une culture différente, vous êtes tellement riche Atikamekw, utilisez-le, soyez fiers de ça. Première chose, on va juste s'attaquer à un préjugé, là. Okay. Vous allez m'expliquer. Les gens entendent qu'une nation comme la vôtre affirme sa souveraineté, revendique son autodétermination. Ouais. Il y a différentes formules. La réaction première, c'est de dire, bon, ils veulent prendre le contrôle de nos ressources naturelles. Ils veulent bloquer nos projets miniers, bloquer les pipelines. Ouais. Ben, c'est pas... Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que c'est ce qu'on... C'est la perception de beaucoup de Québécois ou de Canadiens en général. C'est pas nécessairement la majorité. Non? Non. La majorité, ce qu'elle pense, c'est que faut aider les Autochtones. On nous a mis dans des communautés, dans des réserves. Et les Atikamekw, ça a pris du temps à nous amadouer comme ça. On était plus indépendants. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Notre culture est forte, notre langue est forte. Dans l'Ouest canadien, ils sont encore plus nombreux que nous, les Autochtones. Mais beaucoup ont perdu leur langue là-bas. Beaucoup sont urbanisés. Les statistiques disent que je pense que c'est 70% de la population autochtone est en milieu urbain. Mais chez les Atikamekw, c'est totalement le contraire. Là. Puis on est l'exception à la règle à ce niveau-là. C'est peut-être ça qui nous a permis de garder toute notre culture forte, nos histoires.
On connaît beaucoup de choses sur l'histoire, sur nos légendes. Mais suite à ça, on a été des alliés très longtemps. Et on est devenu un problème pour certains où il fallait nous aider pour d'autres. Et en réalité, on a voulu nous effacer l'histoire. Pour ça, mais c'est ce que j'essaie de... Je pense que c'est ça que j'essaie de recréer, dans le fond. C'est cette collaboration, cette réconciliation. Je reviens à ce que je disais tantôt. C'est pas la majorité des gens qui pensent qu'on est là pour revendiquer. On est là pour rétablir la conciliation qui existait à l'époque. Je pense que c'est ça. On est là pour faire tomber les mauvaises perceptions. On est là pour faire tomber la peur des Autochtones. Quand on parle des Autochtones, c'est toujours revendication territoriale. Quand on dit revendication territoriale, ça fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire, revendication territoriale? Est-ce qu'on renvoie tout le monde en Europe? Ben non. Quand on parle des Premières Nations... que les gens ont une perception, qu'on veut avoir les ressources naturelles. Dans le fond, c'est une minorité de gens bien placés qui font du lobbying dans ce sens-là. Mais la majorité des gens sont dans la même situation que nous autres puis ils veulent s'en sortir comme nous autres. Réconciliation. Négocier de nation à nation. Qui négocie pour qui? Je regarde juste vous ici, là, les Atikamekw. Donc, le Conseil de la nation Atikamekw a déclaré sa souveraineté. Mais il y a une des communautés qui est en cours pour faire reconnaître sa souveraineté. Donc là, c'est qui négocie pour les Atikamekw? C'est vous, c'est telle bande. Il y a le même problème dans l'Ouest. Le conseil de bande a signé avec les accords pour qu'il y ait un oléoduc qui passe sur le territoire, mais les chefs héréditaires sont contre. Ouais, alors là, on négocie avec les chefs héréditaires, on négocie avec les conseils de bande, on négocie avec l'Assemblée des Premières Nations. Comment on fait pour s'y retrouver? Non, mais c'est... Ben, je comprends votre question. Et, moi, je serais merci. au gouvernement à Ottawa, puis je dirais comment je fais pour les régler, le problème? Ben, le gouvernement est un peu responsable du problème. Oui, non, je comprends, là, mais là, maintenant qu'on est pris avec... Il est pogné avec... c'est un méchant beau problème, là. Il y a deux courants de pensée, là. Vous avez parlé tantôt, dans l'Ouest canadien, il y a les chefs des conseils de bande, il y a les chefs héréditaires. Tu sais, à l'époque, avant qu'il y ait des conseils de bande, c'était des agents des Indiens, là. On appelait ça de même, les Indiens qui décidaient tout. Là. Qui disaient qui va aller là, qui peut sortir de la communauté, combien d'argent qui va rentrer dans la communauté, comment il va sortir. Oui, puis les conseils de bande sont vus comme une création coloniale qui vous a été imposée. Donc là, on est... Ben, c'est ça. C'est là que vient le gros débat. Pour nous, que tu viennes de Manawan, au Montachi, au Bedouin, on a toute la même histoire, on a toute la même langue, on a toute la même culture, on est toutes parentés de près ou de loin, on est une nation, mais le système de la loi sur les Indiens a créé 3 communautés, 3 numéros de bande, 3 pouvoirs, 3 agents de l'État. Dans une conférence, il y a déjà quelqu'un qui était venu me dire ça. Cette personne-là, c'était un plus traditionnaliste, qui reconnaît pas les conseils de bande, puis il était venu se plaindre en avant de tout le monde en disant vous êtes des colonisés, vous êtes représentés par tel, blanc. Là, je les laissais parler, puis à un moment donné, là, il avait fini. Là, on était une couple sur le panel. J'ai dit, moi, répondre, moi, t'sais. Fait que là, j'ai expliqué un peu c'était quoi la situation. Puis j'ai dit, moi, je suis grand chef de la nation Atikamekw. Ouais, c'est vous le grand chef ou c'est le chef de Wemotachi, le vrai chef des gens qui habitent à Wemotachi? C'est ça, il y a comme il y a une... Ben, c'est ça. C'est pas clair, là, dans certains dossiers. Eux sont élus en fonction de la loi sur les Indiens. Moi, je suis élu en fonction du référendum que les gens ont demandé. Ça a été accepté par référendum. Les gens voulaient un grand chef et c'est la volonté du peuple. Donc, le peuple voulait un référendum. Tu peux pas aller à l'encontre d'un référendum. C'est ça la réalité. Mais souvent, les tractations, les gouvernements donnent plus de pouvoir au conseil de bande. Donc, c'est plus facile de donner cette illusion-là que c'est eux le vrai pouvoir, malgré qu'ils ont un pouvoir, mais ils ont un pouvoir pour les membres
de la liste de bandes qu'il représente. Il y a un ménage à faire là, dans la gouvernance autochtone pour qu'on puisse vraiment en arriver à des négociations, un rapport nation à nation. Là. Tout à fait. Ben, pour nous, j'ai quand même été élu à 2 reprises, malgré une campagne très solide contre moi aux dernières élections, même de la part d'élus des communautés qui ont travaillé très fort pour que je sois débarqué. Je rentrais encore plus fort que la première fois. Donc, puis je pense que dans la société en général, c'est comme ça. Quand je vous racontais que la perception des Autochtones, c'est pas nécessairement négatif, en général. C'est une minorité qui aime pas perdre le contrôle ou perdre le pouvoir ou leur opportunité ou leur... Est-ce qu'il y a une force politique des Autochtones qui est en train de naître chez la jeunesse que nous, dans la population majoritaire, on ne voit pas venir, mais qui va nous frapper comme un train ou qui va surprendre? Je pense que c'est un vouloir de prendre la place. C'est vrai que au niveau démographique, les Autochtones, on surplante les Québécois. D'ailleurs, avec la réforme sur le droit de la famille, la démographie des Québécois risque de planter encore plus. Mais... Est-ce que vous avez 20 qui est en bas de 5 ans? Non. 50 de notre population est 19 ans et moins. C'est hallucinant, ça. Ouais. Il faut leur trouver des jobs, il faut leur trouver un avenir, il faut les faire participer, il faut... Moi, je vous ai découvert la première fois que j'ai entendu parler de Constant Washish. C'était dans un reportage sur les enfants disparus, la violence sur les réserves. Puis vous aviez donné une entrevue qui avait quand même causé un choc, là, où vous, comme grand chef, vous aviez dénoncé l'inceste, la violence sexuelle contre les enfants sur vos réserves. Puis moi, c'est la première fois que je voyais à la télé un grand chef autochtone dénoncer publiquement et briser un des gros tabous de sa propre communauté. Non, mais c'est... oui, j'ai parlé beaucoup... je parlais de ma communauté, mais c'est pas... les Autochtones n'ont pas le monopole de ça. Si vous saviez dans la société en général comment que ça existe beaucoup. T'sais, on parle des orphelins du Plessis ou tous ces gens-là. Ils n'ont pas eu la virose également, beaucoup d'entre eux. Chez les Autochtones, avec tout ce qui s'est passé dans les pensionnats, ça leur a amené des gangrènes comme ça. Et d'ailleurs, pourquoi je l'avais mentionné, c'est parce que, j'avais fait une tournée des chefs à un moment donné, où on allait d'une communauté à l'autre, puis on invitait la population à venir s'exprimer. Puis il y avait une très forte participation. Et dans cette tournée-là, on donnait la voix aux aînés, les gens, les femmes, les jeunes. Et dans les communautés, il y avait toujours un jeune qui était nommé comme le représentant. Puis il arrivait avec des messages. On veut ci, on va avoir un centre sportif, on va avoir une piscine, on veut ci, des affaires que les jeunes veulent, tu sais. Puis à un moment donné, ce jeune-là, puis quand j'y pense, là, je vais prendre mon souffle, là. Il est arrivé, puis il a dit... puis ça a été le silence dans la salle quand il a dit ça. Là. Il a dit, moi, je ne veux plus de pédophilie dans nos communautés. Il dit ça de même, le jeune. Là. Là, c'était comme, paf! Là, ça faisait 1 an que j'étais grand chef, puis il m'arrive avec ça, comme ça, devant tout le monde, dans la salle, là, dans le gymnase, c'était plein de monde dans le gymnase, les chefs étaient là en avant. Il dit ça comme ça, là. Mais avant, il a raconté, il a dit, on s'est réunis les jeunes, il a raconté, on veut ci, on veut ça, puis il arrive avec ça, on ne veut plus de pédophilie. Là, ça a fait comme, le cœur me virait de bord, juste pour imaginer un peu comment ça m'avait frappé, puis quand j'ai dit ça aux nouvelles, à cette époque-là, mais c'est à lui que j'ai pensé, ouais. Puis malgré ça, vous êtes quand même la première communauté au Canada qui a vraiment gagné
de contrôler elle-même l'équivalent de sa DPJ. Vos enfants à Tikamek ne sont plus pris en charge par la DPJ. C'est vrai. C'est quoi comme victoire pour vous? Ben, pour moi, c'est une reconnaissance, on pourrait dire. C'est beaucoup d'années de travail. Même à l'époque, nos aînés sont tous eux qui sont décédés, ce monde-là. Ils disaient, nos enfants, quand ils sont tannants, ils se font amener en ville. Ils passent en cours, ils se font envoyer soit à Drummondville, à Trois-Rivières, dans des centres fermés pour adolescents. Mais quand ils reviennent dans la communauté, ils sont encore pires. C'est ça que les aînés disent. On n'est plus capable de leur parler, on n'est plus capable de les contrôler. Ils reviennent encore plus frustrés, encore plus... c'est comme si on les mettait à part. C'est vraiment psychologique, hein? Quand le jeune revenait, il se sentait plus pareil. C'était vraiment une autre personne. C'est comme ça que les aînés parlaient. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Le DPJ commençait à faire son cours. En plus, si on parle, puis la parle de Commission rapport. Vérité et Réconciliation qui a quand même aussi dit que c'est une façon de reproduire les pensionnats autochtones, de prendre des enfants dans les communautés, de les placer dans des familles d'accueil blanches en ville. On refait la même chose, là. C'est la même affaire. Donc, comment vous faites, vous, par ailleurs? Vous êtes... c'est des petites communautés, on s'entend, là. Il n'y a pas les mêmes ressources qu'en ville, etc. Vous prenez des parents qui ont des problèmes, je sais pas, de violence, d'alcool, de drogue. Puis là, ils ont des jeunes enfants. Mais là, vous faites quoi pour... C'est quoi la solution à Tikamek au problème de ces enfants-là et de cette famille-là? Et comment on s'organise pour s'occuper de ça? Mais pour nous, puis dans la DPJ, c'est comme ça. Puis peut-être dans Hochelaga, on le voit beaucoup plus, puis à Saint-Roch, à Québec, puis dans tous les quartiers défavorisés. La DPJ, c'est comme ça. Il y a un signalement, l'intervenant arrive, prend l'enfant, l'amène, il va voir, passe devant le juge, avocat, travailleur social, psychologue, psychiatre. L'enfant, lui, là-dedans, il est quoi? C'est juste un client. Et puis c'est ça qui était problématique. C'est pour ça que pour nous, on l'a adapté à notre réalité, à notre vision de la vie, la vision d'être un être humain. On fait participer les parents et on demande qui vous aimeriez, qui pensez-vous qui pourrait vous aider dans votre processus. On réunit les gens dans la communauté. Fait que vous établissez comme un cercle d'appui autour de cette famille-là. On appelle ça un cercle de famille. Ouais. Ça marche? Ça marche. Nous, tout est déjudiciarisé. Je pense qu'il y a un cas qui a pas été, qui a été judiciarisé. Là. C'est quand il n'y a pas de collaboration totale des parents. Qu'il y a pas, ça marche pas. Ils veulent pas collaborer. Oui, mais ça arrive, là. Oui, c'est ça. Mais il y a une commission qui fait le tour du Québec aujourd'hui, en ce moment, vous savez. Oui, je sais. La DPJ, ses problèmes. Oui. Est-ce qu'elle a des leçons à tirer de votre façon de faire, vous pensez? Moi, je pense, si vous regardez un peu l'historique de la DPJ, puis l'évolution de ces outils de travail, vous allez vous apercevoir que tranquillement, ils empruntent un peu les méthodes des Autochtones. Regardez ça, vous allez le voir. Et je pense que la commission Laurent va le mentionner également. La commission Vérité, la commission vient le mentionner. On a fait des représentations là-bas. Et tout tourne autour de ça. Hein? C'est d'humaniser les choses, c'est d'humaniser l'approche avec des enfants. C'est des enfants. C'est pas... on n'enverra pas dans une usine à robot, puis le robot va décider qu'est-ce qu'il va faire pour l'enfant. Là. C'est quoi votre plus grand chantier qui vous attend? C'est d'avoir suffisamment de logements dans les communautés. C'est d'aller chercher plus d'autonomie dans toutes les matières. Mon plus grand chantier, en réalité, c'est de faire tomber la peur des Autochtones. Parce que la peur des Autochtones fait bloquer tout. Puis je l'ai mentionné souvent dernièrement, puis j'essaie de faire l'éducation, puis souvent les politiciens, c'est comme ça. Hein.
C'est les gens sortent de, je sais pas, là, il y en a qui viennent de la Côte-Nord, de l'Abitibi, ils viennent de l'Estrie, de la Beauce, de la Gaspésie, de la Montérégie, Montréal, la Rive-Sud. C'est souvent des gens qui ont fait leur petite vie, ils ont bien réussi comme chef d'entreprise ou simplement professeur ou n'importe quoi, journaliste. Puis ils se décident de lancer en politique, puis ils deviennent députés, ministres, puis souvent ces gens-là ne connaissent pas les Autochtones. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas que ça existe encore, des Autochtones. Ben là, franchement. Ouais, c'est comme ça. Hein. Et là, ils sont élus, ils deviennent ministres, puis là, il y a les Autochtones. Faut dealer avec les Autochtones. Ils font des revendications territoriales. Ils demandent ça. T'as peu là, ils deviennent, c'est comme l'apprentissage. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont de la vision autochtone? Mais c'est tous les préjugés. Hein. Fait qu'il faut les éduquer, il faut leur parler. Est-ce que ça va changer dans cette... Est-ce que vous... Tu sais, la réconciliation, ça se fera pas en quelques années. Mais vous y croyez que dans cette génération-ci, il va y avoir un gros changement? Je crois que grâce à vous, ça va changer. Grâce à moi ou à nous? Les journalistes, les gens des médias. Faut qu'il y ait une bonne volonté, faut qu'il y ait de la bonne information. C'est de faire tomber les préjugés, les mythes sur les Autochtones. On peut être souverain à titre autochtone. On peut être souverain sur nos territoires, les Autochtones, tout en préservant l'intégrité territoriale du Québec et du Canada. On va toujours être là pour le défendre. On va défendre tous ceux qui sont dessus. Puis je l'ai déjà dit également dans un comité sénatorial à Ottawa, j'ai dit. Puis c'était en anglais. Puis il y avait toutes sortes des gens des partis. Puis j'avais dit We always had the stewardship of the land. On a toujours été... Il n'y a pas de traduction exacte. Les gardiens du territoire. Gardiens, intendants, surintendants du territoire. But now give us the stewardship of the country. Dans le fond, give us a sense of belonging. Donnez-nous notre sens d'appartenance. Redevenons des alliés. Une autre métaphore que je peux vous faire, soyons dans la même équipe. Arrêtez de nous faire réchauffer le banc. On veut jouer aussi. On veut être sur la glace ou sur le terrain de football. Il y a eu le Super Bowl, là, pas longtemps. Là. On veut être sur le terrain également. C'est simplement ça. Mais ça donne que nous autres, on parle Atikamekw, Algonquin, Innu, Benaki, Cri. On peut faire des codes, puis l'autre équipe ne comprendra pas, c'est pas pire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire. Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.